Bonsoir et bienvenue à Grillon, petit village des Alpes vaudoises de quelques 1300 habitants, paisible et pittoresque du moins en apparence. Il se retrouve bien malgré lui sous les projecteurs, frappé par une nouvelle tragédie. Une tragédie heureusement inventée de toutes pièces par l'auteur à succès roman Mark Woltenhauer. Le café, la boucherie, l'épicerie, c'est presque tout le village que l'on retrouve dans ces deux livres, Le Dragon du Muvran et Qui a tué Heidi, sorti fin août. L'auteur nous servira de guide. Au menu du jour également, la reconversion des anciens abattoirs de la Chaux-de-Fonds et l'Opéra de Lausanne nous dévoilera ses coulisses fraîchement rénovées. Les soirs des spectacles, il y a tous les changements de costumes des artistes qui se font d'un côté à l'autre de la scène, qui se font dans les loges, qui se font en coulisses. Et on fait un nombre de kilomètres incalculable pendant la soirée. Mais pour commencer, l'actualité romande en bref. Le canton de Vaud réagit face à la hausse des primes d'assurance maladie en 2018. Le Conseil d'État mettra en place une série de mesures dont la première entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Le but, atténuer les conséquences de la hausse sur les revenus des ménages modestes et moyens, notamment en augmentant les revenus déterminants, donnant le droit à un subside. Et dès le 1er septembre 2018, le Conseil d'État souhaite plafonner à 12% le poids des primes sur le budget des ménages. L'année prochaine, le canton estime qu'il allouera des subsides à 28,5% de la population vaudoise, soit plus de 220 000 personnes. La vie des proches aidants se verra simplifiée à l'avenir dans le canton de Genève. C'est du moins le souhait du département des affaires sociales et de la santé. Pour ce faire, une série de mesures et d'actions concrètes vont être mises en place pour soutenir les proches aidants. Une ligne téléphonique dédiée sera opérationnelle dès le 1er novembre. Un soutien financier est également évoqué. Des mesures concrètes dont le coût final est encore difficile à chiffrer. C'est-à-dire que ce sont des pistes qui sont pratiques et praticables et vers lesquelles on va pouvoir aller avec des résultats concrets pour les personnes qui s'investissent quotidiennement pour leurs proches. Dans le canton, on estime que près de 50 000 personnes âgées de 15 ans ou plus s'occupent au moins une fois par semaine d'un proche malade. C'est cette ambiance villageoise, ces vieux chalets, ce décor alpin qui inspire Mark Woltenhauer, un endroit qui fait écho aux lieux prisés dans les polars des auteurs scandinaves que vous affectionnez particulièrement. Bonjour Marc. Bonjour Fabienne. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce village de Grillon ? Alors ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que le village ait gardé vraiment aussi son authenticité. Il y a des magnifiques chalets, il y a notamment aussi le temple en pierre qui est vraiment magnifique de l'extérieur et de l'intérieur. C'est un endroit pour lequel j'ai vraiment eu un coup de cœur. À la base, je ne suis pas vraiment de la montagne puisque j'ai grandi à Genève, mais je crois que le premier jour où je suis venu à Grillon, que j'ai vu le panorama, toutes les montagnes, j'ai vraiment aimé cet endroit. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu grâce à Grillon que vous vous êtes mis à l'écriture ? Oui, alors on peut dire ça. L'inspiration m'est venue d'abord par le lieu. C'était après un tour du monde que j'ai fait avec mon ami qui lui est de Grillon. Au retour, on est resté quelques mois ici, le temps qu'on retrouve un appartement, un travail. Et je me suis dit, mais il y a vraiment tous les ingrédients nécessaires réunis ici pour y faire vivre un polar. Il y a plein d'endroits super sympas pour cacher des cadavres. Donc voilà, c'est Grillon qui m'a inspiré. Un peu à l'image de ces polars nordiques. Je prends souvent un exemple qui est celui de Camilla Läckberg, où ça se passe dans un petit village de pêcheurs. Il y a un côté rural, il y a une atmosphère singulière. Il y a un côté à huis clos et c'est aussi ce que j'ai retrouvé ici. Alors avant de poursuivre avec vous la visite de Grillon sur les traces de votre personnage récurrent, l'inspecteur Andreas Sauer, nous allons pousser la porte d'un endroit qui pourrait bien vous inspirer pour un de vos prochains livres. Direction les anciens abattoirs de la Chaux-de-Fonds. C'est notre chronique Suivez le guide, Léa Gelmini et Mathieu Opliger. Les abattoirs de la Chaux-de-Fonds, ce n'est pas seulement un bâtiment, en fait c'est un site qui a été pensé au début du XXe siècle dans des préoccupations à la fois liées à l'hygiène, à l'efficience, à l'économie aussi de l'abattage du bétail. On a toute une organisation qui va essayer de gérer le plus efficacement possible l'arrivée du bétail sur pied jusqu'à sa sortie sous forme de quartier de viande. Ce n'est pas seulement un très grand site,
Il y a une attention architecturale qui est faite dans un but esthétique et d'impressionner. Mais il y a aussi une grandiloquence des volumes. Ici, on est dans la nef centrale et on voit, c'est une sorte de palais de la viande, palais du sang, qui donne toute son ampleur à l'ambition qu'on avait ici d'en faire non seulement des abattoirs, mais des abattoirs impressionnants à la mesure de l'ambition de la ville. Malheureusement, à la fois pour une question de grande épisodie qui a affecté l'Europe aux alentours de 1908-10, et puis ensuite la Première Guerre mondiale, il n'a jamais fonctionné à plein régime. Mais là où on est, par contre, ça a été encore le lieu d'abattage jusqu'en décembre 2013. Aujourd'hui, vous êtes installé Quartier Général, qui est un centre d'art contemporain, ce qui fait que là où le cochon trépassait, aujourd'hui l'art triomphe. Marc, on est dans la boulangerie de Grillon. On la trouve dans vos récits. C'est aussi ici, je crois, que vous venez de temps en temps écrire. Oui, tout à fait. C'est tout d'abord un endroit que j'aime beaucoup. Et pour moi, c'est important de venir écrire à Grillon, que ce soit d'ailleurs ici dans la boulangerie ou alors au Café Pomme notamment, voire même des fois à l'extérieur. Pour moi, c'est important de pouvoir m'imprégner des lieux et je sais que ici, j'ai beaucoup d'inspiration. Votre premier livre s'est écoulé à plus de 30 000 exemplaires. Le second, Qui a tué Heidi, se vend aussi très bien. Comment est-ce que vous gérez ce succès soudain ? C'était une grande surprise pour moi que ça se passe de cette manière-là. Pour moi, au début, j'ai déjà eu un moment très fort. C'était quand j'avais réussi à terminer mon manuscrit, d'être allé au bout de ce projet qui a duré presque 2 ans. Et puis un moment incroyable, c'était celui de tenir le livre entre les mains. Et puis après, le succès, ou en tout cas l'accueil qui était réservé au livre par les lecteurs, a été pour moi très très surprenant d'un côté, mais aussi une belle satisfaction, bien sûr. Alors vous avez notamment fait des études de théologie avant de bifurquer dans le monde bancaire et maintenant de la pharmaceutique. Est-ce que vous avez envie de vous consacrer uniquement à l'écriture ? Pour le moment, j'ai équilibré les choses, savoir que j'ai pu réduire mon temps de travail pour pouvoir profiter aussi pleinement de cette aventure de l'écriture. Je prends les choses les unes après les autres, jour après jour. Et vraiment, voilà, j'ai été pris par cette passion de l'écriture, cette envie de créer des intrigues, etc. Et j'ai envie de poursuivre là-dedans, puis on verra de quoi sera fait l'avenir. Très bien, je vous propose qu'on quitte momentanément Grillon pour un autre monde fait lui aussi d'intrigue, celui de l'opéra. Geneviève Danton s'est glissée dans les coulisses de l'institution lausannoise fraîchement rénovée. L'Opéra de Lausanne, son faste, sa façade historique. Une institution vieille de 140 ans, mais à l'arrière c'est une nouvelle bâtisse, tout de verre complètement rénové. Et pour la première fois, c'est par la porte des artistes que je fais mon entrée avant de rejoindre l'arrière-scène où j'ai rendez-vous avec le cintrier. Mais chut. C'est très silencieux en coulisses, c'est étonnant, mais il n'y a pas un bruit. Tout le monde est très concentré. Et avec le nouvel opéra, le métier a bien changé. Fini les balades en passerelle pour hisser manuellement les décors. On faisait bouger les décors avec des contrepoids. On bougeait nous-mêmes les décors. Alors que maintenant, tout est informatisé et tout se passe dans cette console. Des voix sublimes que je quitte pour un dédale de couloir. Car si certains métiers se sont informatisés, la magie de l'opéra, c'est un mélange de savoir-faire manuel, comme ici dans l'atelier de Roberta, qui prépare les perruques. Alors une perruque en cheveux naturels, c'est vraiment quelque chose de très artisanal. Il faut la faire à la main, donc elle est nouée par cheveu, un peu plus pour la nuque, et il faut compter une 50aine d'heures. Et dans les loges, c'est le tourbillon. Roberta est aussi en charge des équipes de coiffure et de maquillage. À l'heure de la répétition générale, 50 chanteurs à préparer en moins de 2 heures. Donc c'est stressant, donc il faut y aller, il ne faut pas discuter, on ne peut pas prendre une pause de 2 heures, donc il faut vraiment être au taquet. Des voix, des partitions, un marathon où tout est millimétré. Et à 1 heure du spectacle, un véritable ballet de costumes se met en place. Je vais donc voir Amélie qui travaille comme couturière à l'opéra depuis 15 ans. Le plus compliqué, je crois que c'est l'ampleur de la tâche. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur scène, on peut avoir facilement 200 costumes.
et tous différents. Et avec ça, des chaussures, des bijoux, des sacs, des chapeaux et en plus des accessoires pour les cheveux. Les soirs des spectacles, il y a tous les changements de costumes des artistes qui se font d'un côté à l'autre de la scène, qui se font dans les loges, qui se font en coulisses. Et on fait un nombre de kilomètres incalculable pendant la soirée. 20 h, le spectacle commence. Impossible pour moi de passer la porte qui conduit à la scène. Pas question de déranger les équipes. Il ne me reste plus qu'à quitter les coulisses pour rejoindre le balcon et me laisser embarquer par la musique de Donizetti. Bonjour Claude. Bonjour. Ça va? Oui, bien. Salut Claude, ça va? Oui. Alors Marc, vous avez décidé de m'emmener dans la boucherie de Claude. Quelle est la raison? Alors tout d'abord parce que c'est un des lieux incontournables du village de Grillon. Et puis aussi, surtout, c'est là où l'inspecteur Auer et son compagnon Michael se fournissent en viande, notamment pour préparer leur tartare. Alors, est-ce qu'il faut vous appeler Claude ou René finalement? Va savoir. Mon vrai prénom, c'est Claude. Mais dans le livre, c'est René? C'est René, oui, tout à fait. Et du coup, vos clients vous taquinent? Oui, ça arrive souvent. Et est-ce que vous attendez la suite des aventures avec impatience. Et vous avez un peu peur pour votre personnage? Pas trop, non, parce que s'il veut continuer à avoir son tartare, il ne faut pas qu'il me zigouille. Excellente journée. Au revoir. Salut, ciao Marc, merci. On continue notre visite, je vous Volontiers. suis. Marc, on est dans cette épicerie qui est citée dans le livre, tout comme ce vin un peu particulier. Oui, l'histoire est assez amusante parce que dans le premier livre, Le Dragon du Muvran, à un moment donné, l'inspecteur Auer trouve une bouteille de vin dans une poubelle avec des empreintes. C'est un des éléments importants de l'enquête. Et comme pour beaucoup de choses, j'ai envie de les rendre réelles, non seulement le lieu, mais aussi certains aspects gastronomiques, culturels. Cette bouteille avait un nom. C'était un vin existant et finalement cette société vinicole m'a contacté en me disant « Ah, mais si on mettait une étiquette du livre sur la bouteille ?» Et ils ont du coup renouvelé avec votre deuxième livre avec cette étiquette. C'est un joli clin d'œil en tout cas. Marc, il est déjà temps de prendre congé de vous. Merci beaucoup pour cette visite guidée de Grillon. C'était un plaisir de vous accueillir. Et bonne suite, bon vent. Merci beaucoup. Et notre série de la semaine consacrée au sur-mesure nous emmène maintenant à Delémont dans le temple de la robe de mariée avec Daniel Bachmann. La future mariée veut rester dans l'ombre, mais dans quelques mois, avec cette robe, ce sera bien elle la princesse du jour, le grand jour qu'elle attend depuis de nombreuses années. Mais avant ça, il y a encore beaucoup de travail sur sa robe. Souvent, il y a des retouches à faire à cette robe. Alors le plus important, ce qu'on lui demande pour la prochaine fois, c'est de prendre ses chaussures, parce que c'est vraiment par rapport aussi à la longueur que ça va déterminer. Alors la prochaine fois, elle vient avec ses chaussures, on enfile la robe. Et après, on regarde tout ce qu'il y a à faire. Alors souvent, il faut raccourcir. Raccourcir en premier lieu, mais Tabea, la vendeuse, doit veiller à mettre le corps de la future mariée en valeur. Et pour ça, elle sait qu'elle doit faire attention aux moindres détails. La plupart du temps, il faut rétrécir aussi ici. Alors aussi ici, je serre bien. Il faut vraiment que la mariée soit vraiment bien tenue. À Delémont, chez Ève Mariage, les couleurs sont moins à la mode qu'à une certaine époque. Les clientes préfèrent aujourd'hui le blanc. Et dans le cas présent, la future mariée a passablement d'exigences. La cliente, elle n'aimerait pas la manche, elle aimerait juste la bretelle ici. Je me dis qu'on pourrait laisser un petit peu de dentelle dépasser, ça peut donner un bel effet. Hein. D'accord, on va faire comme ça. On essaie de faire des jolies finitions, il y a souvent des petites choses à la main qu'on doit rassembler ensemble. Ça dépend de la robe, mais oui, souvent il y a beaucoup de travail dessus. Voilà, Anna. Ici, il y a tous ces travaux. Il faut que tu la raccourcisses. Tu dois enlever 2 cm devant à tous les étages, toutes les couches. Rétrécir de 2 cm ici, de chaque côté. Les retouches, c'est le travail d'Anna.
En moyenne, la couturière va passer 5 heures par robe et le travail doit être parfait. Chez Ève Mariage, c'est une véritable industrie. En tout, il y a environ 150 modèles. Après, on recommande si la robe est trop petite ou trop grande. Après, on a des gens qui veulent des modèles tout à fait spéciaux, alors on leur crée. On l'a eu fait beaucoup par le passé, mais maintenant moins. Il y a assez de choix, il y a beaucoup de choix. Preuve que le mariage en blanc est toujours à la mode, ici, une robe est livrée chaque semaine à une cliente. Couleur locale touche à sa fin. Demain, nous serons à Neuchâtel pour évoquer l'héritage d'Expo 02 qui se tenait il y a 15 ans dans la région des Trois-Lacs. Nous irons également à la rencontre de la seule archetière de Suisse romande. La magie d'être archetier, c'est vraiment de passer d'une matière brute à un objet raffiné qui nous permet de transcender l'art et la musique. Et n'oubliez pas, vous pouvez en tout temps nous retrouver et nous contacter sur notre page Facebook. Très belle soirée et à demain.